Bienvenue à Emmanuel de Burtel qui dirige ce merveilleux groupe qui s'appelle Because. Moi, j'ai envie tout de suite, je suis Pascal Breton, je fais un tout autre métier que lui et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on se mette ensemble sur la même scène pour essayer de se confronter un peu nos univers, la musique et l'audiovisuel, puisque je dirige un groupe qui s'appelle Fédération, qui produit le Bureau des légendes, etc. Donc moi, j'ai tout de suite envie d'attaquer Emmanuel en te demandant, puisque la musique... Je croyais que c'était moi qui devais poser des questions. Bon, allez, vas-y si tu veux, comme tu veux. Non, puisque la musique a toujours une longueur d'avance, parfois dans la difficulté, ça a été le cas il y a 20 ou 30 ans, et parfois maintenant avec bonheur et succès, puisque tu arrives à toucher directement ton public, et puisque tu arrives... Comment fais-tu pour garder l'essentiel de la valeur, et comment vas-tu faire demain pour que les plateformes ne te grignotent pas l'essentiel de la valeur, et donc laissent l'essentiel de la valeur aux artistes et à leurs producteurs? C'est vrai que c'est cyclique, et c'est pour ça que c'est une bonne expérience pour tous les jeunes entrepreneurs ou même les moins jeunes de construire une société, parce que c'est vrai que quand on a bâti notre groupe indépendant il y a plus de 15 ans maintenant, la musique était vraiment down, c'était la fin du physique, la fin du download, le streaming qui était en grande partie pirate, et c'était une folie. Et c'est pour ça que les métiers de culture sont toujours des folies, ou de l'artisanat d'art populaire, mais il faut un brin de folie. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout le moment de construire de la musique, de construire une boîte basée sur la musique. Et ensuite, il y a eu tout le principe de la distribution qui a donné beaucoup de valeur aux boîtes de distribution, à la fois les plateformes de distribution musicale comme Spotify ou Apple, et à la fois les distributeurs comme Believe ou CD Factory, toutes les boîtes de distribution Fuga qui ont l'outil technique de la distribution d'aujourd'hui, peut-être pas celui de demain, mais qui n'ont pas l'actif à part entière. Donc il fallait être vraiment courageux à l'époque pour le faire. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'après tous les 3-4 dernières années, on revient vers l'actif. D'ailleurs, on revoit que les gros groupes de distribution comme Believe achètent maintenant de l'actif, du véritable actif, pour donner de la valeur à leur entreprise, et que les plateformes, elles sont soumises aux aléas, soit de la grosse bulle Internet qui commence un peu à vieillir, soit de la grosse bulle Bitcoin qui explose tous les 4 mois avec des scandales plus ou moins solides. Donc c'est vrai que de faire de l'actif, pour moi, d'abord c'est une passion, mais deuxièmement, c'est un peu comme l'immobilier. On fait de la construction, on construit un actif. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ta société et le cinéma, parce que aujourd'hui, on parle d'actifs et on est des producteurs dans l'âme. Et je suis en grande admiration avec ce que fait Fédération, qui est un des seuls producteurs qui a une vision assez mondiale du travail qu'ils font. Mais comment aujourd'hui des gens comme ça peuvent arriver à exister avec des plateformes qui sont beaucoup plus dures que les nôtres, puisqu'elles vous demandent aujourd'hui la propriété de vos droits. C'est un peu des Disney deals, je dirais, où vous abandonnez la production, l'édition, la valeur en fait de vos actifs, et vous devenez des producteurs exécutifs. Alors je voulais savoir, moi, comment tu réagissais dans un monde comme ça qui est beaucoup plus dur, et comment la France est un exemple, et comment cet exemple peut être un buvard pour le monde, et est-ce qu'il y a un espoir pour les producteurs audiovisuels qui ont une vision comme ça internationale et une vision de vendre à ces grandes plateformes? Comme tu l'as dit, le plus important, ça restera toujours le talent, et c'est de plus en plus le talent et le contenu. Donc, il faut créer un rapport de force avec les plateformes. Et si on le fait, même si on est un très gros groupe européen, on est quelques-uns, notamment français, à avoir créé des gros groupes européens, Media One, Banijay, même Gaumont. Il y a des joueurs européens, mais on ne peut pas dire qu'on pèse suffisamment. Et c'est là où je pense on a, comme souvent en France, on a eu ce sursaut, y compris politique, parce qu'on s'est dit l'Europe est en train de comprendre qu'elle a lâché complètement
tous ces marchés aux GAFA, mais elle a compris que sur la culture, il fallait réguler le contenu. Et donc l'Europe a sorti des premières régulations qui étaient un peu floues. Et après, c'est à chaque pays de le faire. Et c'est là où on a été, je pense, très très bon. C'est qu'ensemble, on a été voir, en France, tout se passe par la maison d'à côté, l'Élysée. Et on leur a dit, il faut absolument qu'on soit ceux qui donnent l'exemple. Et on a sorti ainsi des règles extrêmement fortes. Et il fallait un courage politique incroyable pour résister à la puissance des lobbies qui sont quand même 100 fois plus riches que nous et 100 fois même plus riches que le budget de l'État français, pour que le gouvernement français ose dire, quand vous êtes en France, vous êtes obligé d'investir 20% de votre chiffre d'affaires dans des nouveaux contenus chaque année, et des contenus qui seront réservés à 2/3 à des producteurs indépendants, comme toi et moi, et à des talents, bien sûr, qui, du coup, vont ensemble garder la propriété de leurs œuvres. Au début, ils ne comprenaient même pas que les Disney et les Netflix, ils disaient mais ils sont complètement fous, puisque c'est évidemment pas du tout le modèle américain. Et on l'a imposé, et maintenant l'Italie l'a adopté également, et l'Allemagne commence à regarder. C'est pas encore un raz-de-marée, mais ça y ressemble un peu. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que l'administration Biden, qui a un peu gagné les dernières élections, qui en tout cas ne les a pas perdues, est en train de préparer une loi qui, bien sûr, va réguler beaucoup d'autres sujets des GAFA, puisqu'il y a quand même un certain nombre de sujets actuellement dans l'information, dans les données, dans beaucoup de domaines, mais qui vont aussi réguler les contenus. Et l'administration Biden m'a d'ailleurs demandé de venir leur présenter ce que nous avions fait en France pour essayer d'en faire un modèle. Je ne pense pas qu'ils vont faire aussi bien que nous, hein. Mais s'ils en font même la moitié de ce qu'on a obtenu en France, pour les producteurs américains, pour les créateurs américains, pour les talents, c'est gigantesque. Et là, pour le coup, c'est un raz-de-marée, parce que ça fait quand même 150 ans que la totalité des droits sont détenus uniquement par 4 ou 5 joueurs, des studios. Maintenant, ils sont un peu plus nombreux, parce qu'il y a les anciens studios et les nouveaux studios. Mais l'un dans l'autre, au bout du compte, on aura 5 ou 6 gros joueurs mondiaux, hein, on le sait bien. Donc, soit ça sera détenu par 5 ou 6 gros joueurs qui sont dans des capitalisations de dingue, soit ça sera détenu par des centaines, des milliers de détenteurs de droits qui, évidemment, vont pouvoir investir, créer, attirer, fédérer des centaines et des centaines de talents. Là, j'en pose une autre, alors, parce que là, tu es bien parti pour répondre. Alors, la deuxième chose, et c'est la caractéristique de Fédération, c'est d'être une boîte internationale, c'est-à-dire une boîte française au départ, mais qui a très vite compris l'importance aujourd'hui, et notamment dans la série, d'essayer de développer des modèles internationaux. Et est-ce que tu crois que c'est une raison de survie? Est-ce que tu crois que c'est le futur de la production indépendante française? Est-ce que tu crois que la production indépendante française, elle n'est pas trop chouchoutée par le CNC qui arrive avec les achats télé, les chaînes, à s'autosuffire et à ne pas donner peut-être suffisamment d'ambition aux producteurs français pour avoir justement cette vision internationale tout de suite? Ou est-ce que ou c'est un choix personnel que tu as fait d'aller tout de suite vers l'international? C'était à la fois, comme toi, un choix personnel. J'aimais pas trop le monopole de TF1 sur la télé privée, de Canal+ sur la télé à péage et de France Télé sur la télévision publique, parce que quand on est en monopole, on traite les gens pas très bien, et les créateurs surtout, on leur donne pas beaucoup d'espace. Donc j'ai été chercher à l'étranger le succès qui m'a permis d'investir et d'être beaucoup plus libre. Mais c'est pas à toi que je vais dire que les Christine and the Queen et les Daft Punk de demain, il faudra qu'ils sortent de partout, et qu'il faudra surtout que, après les régulations que j'évoquais tout à l'heure, on ait surtout la capacité, tous ensemble, d'oser attirer tous les talents. Et là, je pense que le fait d'être international, le fait de ne pas être sclérosé, le fait aussi de sortir quand même d'un petit complexe, parce que en France, il y a plein de domaines où on est des leaders mondiaux, mais pas dans l'audiovisuel. Un peu plus dans le cinéma, un peu plus dans la musique, dans le jeu vidéo, mais l'audiovisuel, on était un peu les ringards du secteur, hein. Et donc, je pense que si on n'est pas capable
parce qu'on a la capacité d'investir, parce qu'on a la capacité de fédérer, d'arriver à ce que beaucoup de talents européens nous suivent, parce que finalement, on est un modèle. Moi, je vois maintenant, même aux États-Unis, quand je vais les voir, les grandes boîtes américaines qui sont indépendantes, les moyennes, qui sont pas beaucoup plus grosses que les nôtres, ils sont fascinés par notre modèle où on va détenir les droits. Et c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, et ils veulent même qu'on fasse des alliances ensemble. Donc je pense qu'on a, comme dans d'autres domaines historiques, la capacité, petits Français, d'essayer d'entraîner dans notre sillage beaucoup d'autres créateurs du monde entier. Et maintenant, je dirais, c'est à toi que je poserai la question, comment faire pour que, au-delà de chacun dans notre secteur, jeux vidéo, musique et audiovisuel et cinéma, nous soyons capables de travailler ensemble pour profiter de ton expérience à toi, c'est-à-dire d'être capable de vendre à des centaines de millions de personnes ta création, ce que moi je ne sais pas faire encore, parce que moi je passe par des intermédiaires. Et donc, comment faire en sorte pour qu'on crée une technologie et un savoir-faire marketing qui nous permettent de mutualiser nos savoir-faire et d'être beaucoup plus forts dans cette grande bataille-là où il faudra être plusieurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis, je dirais, 40 à 50 ans, on est dépendant aujourd'hui de la technologie et on est dépendant de la vision d'autres personnes sur notre monde. C'est-à-dire qu'on crée du contenu, mais on n'est plus en possession du diffuseur. Ça a été les supermarchés et les FNAC. Aujourd'hui, c'est toujours un peu les supermarchés et encore beaucoup les FNAC et les disquaires qui reprennent la valeur parce qu'ils ont vraiment un travail de passion et justement un travail d'artisan où ils peuvent être sur le physique toujours un relais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nos plus gros partenaires, c'est les plateformes type Spotify, Amazon, Google ou Apple. Et on est quand même toujours dépendant de groupes dont la première idée, c'est pas forcément, entre guillemets, de nous aider à faire de la meilleure musique, mais plutôt d'avoir des audiences colossales, d'avoir des synergies entre un iPhone et de la musique, ou d'avoir des databases comme Spotify et vendre de la pub derrière, ou comme Google. Donc c'est vrai que ce n'est pas le but ultime. Et la grande problématique de la musique, c'est d'un moment d'avoir décroché de la technologie. Il n'y a plus dans notre métier, qui est dirigé par maintenant plus que 3 ou 4 multinationales dans le monde, si j'inclus Bertelsmann, il n'y a plus de recherche et de développement. Les gens sont très intéressés par suivre ce qui existe, au lieu de créer ce qui va exister demain. Et le monde de demain, il est encore présent, il est présent aujourd'hui, il est technologiquement viable. C'est aujourd'hui d'aller directement au consommateur. La technologie est là, mais la recherche et développement pour les producteurs indépendants n'existe pas parce que c'est des montants il faut travailler avec les universités, il faut travailler avec les chercheurs, il faut développer du codage. Enfin, il y a plein de travail là-dessus. Il faut de l'argent de la BPI, il me semble. Et je pense que ça peut être intéressant là-dessus de rassembler des groupes de recherche. Et comme la France est souvent un buvard qui, tout d'un coup, est utilisé pour le reste du monde, comme pour le droit voisin, par exemple, je pense que c'est important d'avoir un outil de recherche sur le futur du direct au consommateur qui va libérer à un moment donné les producteurs que nous sommes à n'importe quelle taille et échelon et nous permettre de faire une vente ou une diffusion en direct. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de pouvoir chercher là-dessus et de pouvoir construire ensemble là-dessus. On va le faire, on va essayer de le faire alors. Merci. Voilà, merci. French Touch.